Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. C'est paradoxalement sur la glace que vous avez connu les moments les plus chauds de votre carrière. Un parcours auquel vous ajoutez une nouvelle étape en allant prêcher dans le désert afin que votre écurie automobile ne se retrouve jamais sur le sable. Bonjour Olivier Pernaut. Bonjour Jacques. Alors c'est vrai que vous êtes pilote professionnel, on va évoquer votre parcours. Vous êtes sur le Dakar en ce moment, c'est-à-dire que l'émission a été enregistrée quelques jours avant parce que c'était peut-être pas facile d'aller au milieu des sables vous interviewer. Et on va évoquer le Dakar, mais aussi votre parcours à travers des dates clés, puisque c'est le principe des clés d'une vie. Alors, j'ai trouvé une première date qui ne vous concerne pas directement, mais qui est importante dans votre vie. C'est le 4 avril 1959, un trophée pour cette voiture que Jacques Dutronc a chantée. Mini-jupe et mini-moque, miniature de quoi je me moque. Il se trouve que ce jour-là, le trophée d'Award de la performance technique de l'année est décerné à la Mini. Et la Mini, c'est la base de votre vie de coureur, Olivier. Ben oui, c'est vrai que j'ai tout appris sur une Mini, puisque ma grand-mère m'a offert en 1994 sa Mini. Elle avait 80 ans. Elle voulait plus conduire. Elle s'est dit que c'était pas prudent. Elle me l'a offert. J'avais 14 ans à l'époque. Et j'ai appris à conduire dans les chemins, dans les petites routes. Oui, il y a eu quelques dégâts. Il y a eu, alors oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu la chance d'avoir cette petite voiture, mais je me rendais pas compte. Enfin, si j'étais tellement heureux de l'avoir, mais je l'ai pas super bien entretenue au début. Je faisais que rouler avec dans la terre, sans forcément la laver comme il faut après, etc., etc. Et puis le temps est passé un petit peu, elle a été super abîmée et je l'ai complètement refaite à neuf il n'y a pas très longtemps, il y a une dizaine d'années quand même. Et ma grand-mère m'avait dit, je te la donne à une seule condition, tu la vends jamais, sauf si tu as besoin d'argent. Et donc pour l'instant, je la garde. Et même, je crois que votre fils peut la conduire. Alors, Léo, il va avoir bientôt 12 ans. Oui. Donc, il n'est pas encore super grand pour toucher les pédales et tout. Mais elle est à son gabarit, celle-là. Voilà. Par contre, il y a 3 pédales. Et les enfants, maintenant, ils se demandent pourquoi il y a 3 pédales. Elle sert à quoi la 3e pédale? Oui. Il n'y avait pas d'automatique à l'époque. Il devait y en avoir, mais pas beaucoup. Alors, il faut savoir que l'idée de la Mini, je ne sais pas si vous le savez, Olivier Pernaut, est née au moment de la crise de Suez. Il n'y avait plus de pétrole. Donc, on a créé une voiture pour justement faire des économies de pétrole. Ok. Et John Cooper a fondé avec son père Charles Cooper la Mini Cooper en décembre 1947, qui est devenue une voiture de légende, même pour les femmes, et qui est de nouveau d'actualité aujourd'hui. Ouais. Ah oui, la Cooper, effectivement. Alors, il se trouve que vous avez commencé il se trouve que vous avez commencé à conduire des voitures sans imaginer que vous seriez un jour pilote, Olivier Pernaut. Ah bah oui, parce que y a beaucoup d'enfants qui peuvent rêver d'être pilote et puis il n'y en a pas beaucoup qui le deviennent. Mon fils là, je lui demande qu'est-ce que tu veux faire. Moi je veux piloter des Formule 1. Oui. Wow, on est mal barré. Mais c'est vrai que c'est un rêve de beaucoup d'enfants forcément, et pas que d'enfants. Et c'est forcément compliqué accéder à la course auto. Je pense que ça doit être un des sports les plus compliqués parce que malheureusement faut beaucoup d'argent. Donc du coup, mon fils, j'ai dit tu devrais choisir une autre idée. On n'en est pas là pour l'instant. Alors, j'en reviens à votre parcours, Olivier Pernaut, qui a débuté aux environs d'Amiens, car Amiens, c'est la ville de votre enfance et d'une partie de votre adolescence. Bien sûr. Alors moi, je suis né à Amiens le 9 juillet 1981. J'y ai passé beaucoup de temps. Après, on a déménagé un petit peu sur Rueil-Malmaison et on est revenu à Amiens jusqu'à ce que je passe le bac à Amiens, à la Providence à Amiens. Donc oui, j'ai passé, toute ma famille habite à Amiens. J'ai passé toute ma jeunesse là-bas, sauf une petite parenthèse à Rueil-Malmaison. Voilà, il se trouve qu'à Amiens, donc le lycée Providence, c'est un lycée qui vous a marqué, surtout en classe de première, je crois. Bien vu. Oui, Brigitte Macron. Brigitte Macron était ma professeure de français. Alors on était une première S scientifique où il y avait 95% de garçons. Et puis scientifique, donc le français, on n'était pas super motivés. Sauf que Brigitte, c'était extraordinaire parce qu'elle nous a tous passionnés. Et franchement, elle a réussi à nous captiver. C'était vraiment une très très bonne prof. Sur des textes précis, classiques?
Ben oui, c'était le bac français, donc c'était... Alors, je m'en souviens plus, hein, ça remonte un petit bout de temps. Mais ça vous passionnait quand même. Exactement, elle a réussi. Elle arrivait à nous captiver, c'était vraiment, vraiment bien. Donc, on en garde tous, à l'unanimité dans ma classe de l'époque. Alors, je suis pas en contact avec tout le monde, mais avec quelques-uns, de très, très bons souvenirs. Oui, un jour, je crois que vous avez un peu chahuté et qu'elle s'est prise au jeu. Lorsque vous avez voulu faire un autobus dans la salle. Bien vu aussi. Alors, vous avez des renseignements incroyables. Effectivement, on avait pris toutes les tables, toutes les chaises, on avait fait une construction, on s'était à moitié assis dessus. Et Brigitte, aux commandes de l'autobus, et on a fait une photo, on a rigolé. Je ne sais pas où est la photo. S'il y a un copain d'école qui peut me la renvoyer, ça serait très rigolo. Ça peut être rigolo. En fait, elle s'appelle Brigitte Trogneux à l'époque. Elle a eu son bac à 19 ans avec la mention très bien. Et elle a fait une maîtrise de lettres et consacré un mémoire de fin d'année, on ne le sait pas assez, à l'amour courtois. Et ensuite, elle a eu le destin que l'on connaît. Alors, il se trouve aussi qu'elle est revenue à Amiens en 2019 parce que je crois qu'elle était très amie avec votre tante. Oui, avec ma tante, avec ma maman. Et c'était l'anniversaire de ma tante, effectivement. J'ai fait une petite photo avec elle, j'étais content. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vue, donc c'était rigolo. Ouais. Et il se trouve maintenant, l'amour de l'automobile, qui n'est pas l'amour courtois, vous le devez à Jean-Pierre Pernaut, votre père. Ah oui, c'est sûr, et même, je dirais, à toute la famille Pernaut, parce que le frère de papa était pilote dans les années, je sais pas, il y a longtemps, mais il roulait justement sur une Mini Cooper. Il faisait des rallyes. Mon père l'aidait dans l'assistance. Mon grand-père, donc le papa de mon père et de mon oncle, il s'appelait Jean Pernaut et il était commissaire. Entre autres, aux 24 heures du Mans, et c'était l'un des membres fondateurs de l'ASAD Picardie, l'association sportive automobile de Picardie. Donc oui, il y a dans la famille, il y avait toujours, on parlait dans les repas de famille, on parlait de course auto. On sortait les vieilles photos. Ma grand-mère me montrait les vieilles photos de son fils qui faisait des rallyes, etc. Et donc oui, il y a longtemps qu'on parle de course auto dans la famille Pernaut. Il faut savoir que l'association de Picardie, effectivement, a été créée en 67. Et c'est une association qui permet non seulement d'accueillir des pilotes, mais tous les volontaires qui veulent travailler dans le monde de l'automobile par passion. C'est les commissaires, les bénévoles, pour vraiment passer des moments exceptionnels. Car l'automobile, on connaît la Formule 1, mais on ne se rend pas compte qu'il y a des passionnés derrière qui font beaucoup de choses, Olivier Pernaut. Ah, c'est énorme. Et sans les commissaires, par exemple, il n'y aurait pas de course. C'est nos anges gardiens sur les circuits. Quand nous, on tourne en rond pendant des heures et des heures, ils nous surveillent avec les drapeaux. Ils interviennent en cas de problème en piste. Et c'est un univers de passionnés. On n'a pas l'impression en France qu'il y a encore beaucoup de passionnés de l'automobile, mais il y en a quand même vraiment beaucoup. Et votre enfance est liée, je crois, aussi à un virage des 24 heures du Mans, où votre grand-père était commissaire de piste. Il était commissaire dans la ligne droite des Hunaudières. Alors, c'est pas un virage, c'est une ligne droite. Oui, mais il y a un virage juste à côté où vous regardez. Ben ouais, on y est allé avec mon père. Alors moi, j'y suis pas allé quand mon grand-père était commissaire, mais par contre, on y est allé de nombreuses années avec mon papa. Alors c'était à l'arrache entre guillemets. On dormait dans la voiture sur le parking et puis on regardait. Enfin, c'était des souvenirs incroyables. Parce que magnifique. Il y avait quelque chose de particulier. La voiture à 330 à l'heure, c'est extraordinaire. Bah oui, quand on aime bien la course auto, les 24 heures du Mans, c'est un peu le Graal. Ceux qui aiment la course sur circuit rêvent, et c'est aussi quelque chose dont je rêve. Faire les 24 heures du Mans un jour, c'est mythique et c'est magnifique. Alors, il y a parfois des incidents et je crois que votre oncle, Jean-François, on se moquait un peu dans les repas de famille de lui parce qu'il était sorti de la route un jour dans un rallye et il a lutté contre l'eau de la rivière qui montait dans sa voiture. Absolument. Vous avez vraiment tout bien étudié, mais ouais, effectivement. Alors ça, on a... Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? En fait, oui, ils sont tombés dans une espèce de petit ruisseau avec ma tante, Béatrice Pernaut, qui était sa copilote. Et plus peur que de mal parce que voilà, il y a pas eu de problème, mais ouais, c'est une histoire vraie. Et c'est vrai que on a ça dans le sang dans la famille Pernaut. Bah oui, je vous dis, tout le monde adore ça et tout le monde suit avec passion tout ce qu'on fait. Papa adorait bien sûr la course auto. Alors on s'y est mis, je m'y suis mis très tardivement. On va en parler, oui. Quand j'étais jeune, j'ai pas fait de course auto. Ça vous intéressait pas ? Si, mais je n'imaginais pas pouvoir en faire et on était en mode normal, je faisais mes études, etc. Et c'est vrai que
aujourd'hui, quand on veut en faire son métier de la course auto, il faut commencer à 5 ans ou à 7 ans, grand maximum, je pense. Faire du karting tout le temps, tous les week-ends, etc., pour avoir un niveau extraordinaire. Et puis, il faut surtout aussi avoir les moyens de faire ça. Donc voilà, moi quand j'étais petit, j'y pensais pas. Je regardais les autres en faire, je dis wow, c'est magnifique, j'aimerais bien faire ça, mais je ne savais pas comment y accéder. Et je crois, Olivier Pernaut, que votre premier souvenir dans la voiture de votre père, c'est avec une bosse sur le front quand il a fait dans un parking un arrêt. Exactement, il faisait. J'adore vos anecdotes. C'est tout à fait vrai. On était à Amiens sur un parking de supermarché probablement. Et il s'amusait à faire des freins à main, tout simplement. Comme même ça. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Avec un frein à main électrique, on peut plus trop. Oui. Mais et puis sur un supermarché, ça fait désordre. Oui. Bon, s'il y a de la place ou si c'est le soir, on peut le faire. Et donc là, un bon vieux frein à main. Et effectivement, et j'étais pas attaché sur la banquette arrière. Brrr, je me suis éclaté la tête de l'autre côté. Pas de bobo, hein, juste peut-être une bosse, mais on a bien rigolé, ouais. Et vous avez beaucoup bossé ensuite, et on va justement évoquer la suite de votre parcours à travers une date importante, le 3 décembre 2005. A tout de suite sur Sud Radio avec Olivier Pernaut. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Olivier Pernaut. Vous courez pour la première fois le Dakar cette année, on va en parler. Et puis on a évoqué vos débuts, donc votre passion de l'automobile qui est familiale, avec Jean-Pierre Pernaut, votre père, mais aussi les autres membres de votre famille. Et j'ai choisi la date du 3 décembre 2005, car je crois que c'est celle de vos débuts en course. C'est la première des 7 épreuves du Trophée Andros 2005-2006, un trophée sur glace auquel vous participez avec Jean-Pierre. Alors ouais, effectivement, on a fait de nombreuses années au Trophée Andros avec papa. Ah, c'était magnifique hein, parce que c'était les premières courses auto qu'on partageait. Alors on était allé en spectateur dans certaines, mais là on était pilotes tous les deux. On avait une voiture qu'on partageait, chacun son tour. Les résultats de l'un n'influençaient pas sur l'autre, sauf si on cassait la voiture et que ça, qu'il pouvait pas rouler après dans un sens ou dans l'autre. Et on a fait ça pendant près de 10 ans. C'est fou, hein. On a partagé, donc c'était magnifique. Je venais à TF1 le jeudi après-midi, après son journal. Enfin, souvent, j'y allais le midi, on regardait le journal. Après, il descendait dans le parking, il mettait son jean et ses baskets. On partait à la gare TGV ou à l'aéroport et on partait tous les deux. Et on rejoignait des copains et on passait des week-ends magnifiques parce qu'il n'y avait pas que la course. Il y avait la course, certes, mais il y avait aussi... les soirées tartiflettes, les rigolades et tout ça, non, c'était vraiment des souvenirs magnifiques. Et puis c'est une tranche d'âge. Moi, j'avais peut-être entre 24 et 34 ans. C'est une tranche d'âge où on passe pas forcément beaucoup de temps avec ses parents. On est peut-être déjà mariés, voilà, en famille, entre guillemets. Et là, cette chance, pendant 10 hivers consécutifs, de passer tous les week-ends de décembre et de janvier avec mon papa, c'est magnifique. Et forcément, j'en garde des souvenirs plein la tête. Alors, le Trophée Andros, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est un championnat qui a commencé en 90. C'est une idée de l'ancien pilote Max Mamers et de Frédéric Gervosson, qui étaient présents de la société Andros et qui ont voulu faire une épreuve en plusieurs parties. C'est-à-dire que vous savez commencé à Val Thorens cette année-là, et il y a eu 7 étapes jusqu'à Saint-Dié-des-Vosges. Voilà, c'est ça. Il y a eu au maximum 8 épreuves dans l'hiver, au minimum peut-être 5, ça dépendait des saisons. Et ce trophée donc a duré pendant 35 ans. Et nous, on l'a quand même fait. Alors moi, 20 ans, papa 10 ans. Et du coup, donc, c'était magnifique. Frédéric Gervosson, Max Mamers, c'est grâce à eux qu'on a fait toutes ces courses sur glace. Et une épreuve qui dure pendant 35 ans comme ça, c'est incroyable. Et comment Jean-Pierre Pernaut vous a entraîné, vous, Olivier, dans cette aventure ? Alors c'est l'inverse en fait. Moi j'ai fait des études d'ingénieur en fait, et j'étais en stage de fin d'études chez Oreca dans le sud, à côté du circuit du Castellet, et je dessinais des petites pièces pour la voiture du Trophée Andros d'Alain Prost. Je les dessinais sur CAO, sur ordinateur, conception assistée par ordinateur. Et donc du coup, je savais ce que c'était le Trophée Andros, et je savais qu'il y avait dans le Trophée Andros une catégorie avec des invités.
Ils choisissaient des gens un peu connus, etc. Donc j'ai dit à papa, tu devrais les appeler parce qu'il y a un truc qui a l'air vachement bien, des courses sur glace. Si on pouvait être invité, ça serait bien. Et ça a commencé comme ça en fait. Papa il a dit, ok, bah, on va appeler Max Mammers et puis on va essayer. Et on y est allé en décembre 2005 et c'est la première fois qu'on a roulé sur la glace. C'était à ce moment-là. C'est particulier. Moi, un jour, je me suis retrouvé, c'était à Laclusa, dans une voiture sur la glace. C'est très particulier, la conduite sur glace. Ah bah ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît effectivement dans la vie de tous les jours. Alors quand il neige 3 flocons à Paris ou je sais pas trop, on me dit oh toi ça doit aller. Mais non ça va pas du tout. Si j'ai pas les bons pneus, il faut être équipé aussi pour rouler sur la glace. Alors nous sur le Trofandros on avait des pneus avec des clous, on appelait ça les Formule 1 de la glace, c'est-à-dire que c'était des voitures à 4 roues motrices et 4 roues directrices. Donc c'était des outils faits pour rouler sur la glace et rouler vite sur la glace. Donc c'était magique. Il faut avoir le bon équipement, quoi. Oui, et des réflexes particuliers. Ah oui, mais tout est inversé par rapport à un circuit normal sur l'asphalte, un circuit classique avec des trajectoires bien propres, nickel. Là, c'est un peu plus du feeling entre les murs de glace. C'est pas évident, on n'a pas le droit à l'erreur. Et puis parfois, on arrive en marche arrière dans un virage. Donc c'est vraiment une conduite très 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 particulière. Et effectivement, et quelquefois, il faut se rattraper à la dernière seconde. Alors oui, c'est vrai que ça a l'air facile quand on voit à la télé les voitures qui dansent sur la glace comme ça, mais pour réussir à faire plusieurs fois d'affilée la même chose, c'est pas simple. Alors il se trouve que je crois que les circuits, votre passion est née lorsque votre père, Jean-Pierre Pernaut, vous a emmené sur les circuits, à commencer par Magny-Cours, je crois, Olivier Pernaut. Alors c'était dans la première fois, alors oui, on est allé à Magny-Cours, mais c'était pour assister à un Grand Prix de Formule 1. À l'époque, ça passait sur TF1, donc c'était quand même super sympa pour pouvoir être invité et aller dans les paddocks, voir les pilotes. Je me souviens de Jean Alesi qui m'a fait à l'époque monter dans sa voiture. Une chance inouïe de pouvoir s'asseoir dans cette voiture, d'être dans les paddocks avec les pilotes et tout ça, donc c'était incroyable. Mais bon, là, je me suis juste assis dans la voiture. Par contre, en 2003... il m'a offert un stage, c'était mon anniversaire, ça devait être mes 22 ans je crois. Il m'a offert un stage de pilotage sur le circuit Maison Blanche, qui est le petit circuit au Mans, à côté du circuit Bugatti, que plus de gens connaissent. Il y a un petit circuit qui s'appelle le circuit Maison Blanche. Et là, j'ai fait un stage de pilotage sur une monoplace. Et c'est de ce cadeau que tout s'est enchaîné après. C'est-à-dire qu'il y avait une idée derrière la tête de Jean-Pierre Pernaut de vous offrir ce stage, ou c'était vraiment sans arrière-pensée? Je pense que c'était sans arrière-pensée. Il n'imaginait pas à quel point j'allais mordre au truc, adorer. J'étais pas si mauvais que ça. Et après, on est parti on a découvert le monde du sport auto. On s'est rendu compte que si on veut rouler, il faut payer des sommes d'argent assez importantes, il faut trouver des sponsors, etc. Et on s'est mis à chercher des sponsors, etc. Et alors, soyons très honnêtes, si mon papa m'avait pas aidé à chercher des sponsors, je pense que j'en aurais peut-être jamais trouvé, ou ça aurait été encore plus difficile. Et je ne sais pas si j'aurais eu la chance de faire ce métier-là. Oui, parce que c'est aussi beaucoup de travail technique, mais de recherche. Alors oui, en fait, on peut comparer ça à un iceberg. La partie pilotage, plaisir, etc., c'est le sommet de l'iceberg. Et il y a tout ce qui est en dessous, qui est un travail de recherche de partenaires, de communication, etc., qui est pas simple. Alors, il y a aussi le karting, parce qu'en général, vous disiez qu'on peut démarrer par le karting à 3 ou 4 ans, même 5 ans. C'est ce qu'a fait Prost. Prost a remplacé son frère sur un karting par hasard, et le virus est né. Oui, tout à fait. Et vous, ça a été beaucoup plus tard, le karting? Alors moi, j'en ai quasiment jamais fait, en fait. J'en ai fait dans le club de kart de TF1, en fait, réservé aux membres du comité d'entreprise. Et donc, c'était des courses de kart de loc hyper sympa, auxquelles je pouvais participer quand j'avais moins de 18 ans. Oui. Et donc, on en a fait quelques-unes, mais c'était vraiment anecdotique. Hein. C'était une par-ci, par-là. Et j'ai commencé directement à la voiture. Donc, c'était pas simple. Voilà. Parce que le karting, c'était pas votre spécialité. Vous n'avez jamais gagné une épreuve. Non, j'ai jamais fait de course de karting, que du kart de loc. Donc, c'était...
j'ai pas un parcours classique. J'ai commencé vraiment directement par la voiture, donc c'était très très dur au début. Il a fallu apprendre beaucoup de techniques de pilotage que je connaissais pas, des réflexes, etc. Donc c'était pas simple. Alors il y a aussi le danger en voiture parce que je vous parlais de Magny-Cours, il y a le circuit qui porte le nom de Jean Bérat, qui était un coureur des années 60 qui s'est tué lors d'un Grand Prix d'Allemagne. Et c'est vrai qu'à une époque, les coureurs de Formule 1 se tuaient beaucoup. Ah oui, alors c'est sûr que par contre, il y a eu d'énormes progrès techniques, aussi bien dans les voitures que dans l'équipement des pilotes, etc. Fort heureusement, aujourd'hui, c'est quand même plus rare, mais il y a quand même quelques accidents. Mais à l'époque, dramatiques. c'était... Maurice Trintignant est resté vivant. D'ailleurs, on va écouter sa voix. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Maurice Trintignant, il faut savoir, c'est quelqu'un qui a été Jean-Louis Trintignant est son oncle, et il a dit un jour: je suis resté vivant parce que j'ai toujours considéré que quand on avait la priorité, fallait parfois la laisser à l'autre pour ne pas mourir. Alors moi, c'est sûr que il y a des fois, il faut savoir prendre la bonne décision. Hein. Et c'est vrai que ça aussi, il y a des réflexes, il faut faire très attention. On ne mesure pas assez le travail que représente pour un pilote de rallye ou autre cette précision et ces réflexes. Évidemment, sur un circuit, alors nous, quand on est entre des murs de glace, on n'a pas le droit à la moindre erreur, parce que si on touche un mur de glace, il est en général plus solide que la voiture. Alors, certains circuits tolèrent la petite erreur, parce qu'il y a des dégagements ou autres. Et puis en rallye, là en rallye c'est pareil, hein, la moindre erreur, ça peut être très compliqué. Donc ouais, il faut garder une petite marge de sécurité. On n'est jamais à 100%. Mais il y a l'adrénaline au milieu de tout ça. Effectivement, il y a l'adrénaline. Très honnêtement, quand on est au volant d'une voiture, je pense qu'on oublie les risques. Mais je pense qu'on est quand même vraiment en sécurité maintenant dans les voitures. Oui, mais il fallait préciser ça parce que beaucoup de gens ne savent pas justement que les conditions de sécurité ont heureusement bien évolué. Énormément évolué. Ouais. Alors on va continuer à parler de votre parcours, Olivier Pernaut, à travers une autre date, le 9 décembre 2019. À tout de suite sur Sud Radio avec Olivier Pernaut. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Olivier Pernaut, votre premier Dakar, on en parle dans quelques instants. On a évoqué vos débuts, vous ne vouliez pas devenir pilote professionnel, mais le déclic s'est produit, et Jean-Pierre Pernaut, votre père, y est pour beaucoup. Alors, vous avez fait effectivement des trophées Andros avec Jean-Pierre Pernaut, et là, j'ai trouvé une date, le 9 décembre 2019, c'est une télé à Val Thorens, c'est un reportage de Jean-Pierre Pernaut, justement, pour évoquer le trophée Andros qui a lieu pour la première fois avec des voitures électriques. Et parmi les concurrents, il y a Sébastien Loeb. Et vous évoquez vous-même cette épreuve à laquelle vous participez pour la 14e fois en disant: mais j'adore le décor. Vous vous souvenez de cette télé ? Ouais. Non, mais on a tellement de chance. On a des souvenirs sur tous ces circuits de glace qui sont absolument extraordinaires, qui malheureusement sont de moins en moins nombreux. Peut-être que parfois il y a un projet immobilier ou je sais pas quoi qui fait que ça prend la place d'un circuit automobile, ce qu'on pourrait comprendre. Mais bon, on a des souvenirs. Et puis quelle chance de rouler à la montagne avec ces voitures. Là, c'est effectivement 2019, c'était un peu le renouveau parce que les voitures qui étaient en thermique depuis des années sont passées en électrique. C'était un événement. Ah bah oui, parce que je pense que déjà le trophée se serait peut-être arrêté avant s'il n'y avait pas eu ce renouveau. Un peu dans l'air du temps, et bon voilà, quand on va faire des courses à la montagne, ça passait un petit peu mieux d'être en full électrique, et les voitures étaient encore plus performantes, elles sont encore plus performantes en électrique qu'en thermique, pardon. Oui, mais il se trouve que c'est assez particulier aussi. On parle beaucoup des voitures électriques pour l'avenir, même les piloter sur un circuit de glace, Olivier Pernaut, c'est assez particulier. Ah bah oui, tout est spécial au trophée Andros. Faut un petit peu tout inverser. C'est-à-dire qu'on va jeter la voiture, arriver dans un virage en marche arrière. La grosse différence entre une électrique et une thermique, c'est qu'avant on avait 3 pédales, avec une boîte de vitesse bien sûr, un embrayage, etc. Et quand on est passé en électrique, plus que 2 pédales, tout était un peu entre guillemets automatique. Mais par contre, ça n'entachait pas le bonheur de ces énormes dérives sur la glace, notamment par exemple sur le circuit d'Andorre, le circuit du pas de la Case, qui était incroyable. C'est-à-dire ?
une énorme parabolique, on rentre à 110 ou 120 km/h dedans, à peu près avec un angle de 90 degrés, peut-être un petit peu moins, j'exagère, mais les sensations sont uniques, magiques. De toute façon, la plupart des gens qui ont fait au moins une fois le Trophée Andros ont toujours eu envie d'y revenir. Et c'est pour ça que moi j'ai fait ça pendant 20 ans, c'est parce que c'est quelque chose qui est addictif. Quand on y a goûté, on a envie d'y revenir. Mais il faut repérer chaque virage avant. Ah oui, on fait des petits tours de piste à pied. On le fait une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois en fonction du temps qu'on a. Et avec les ingénieurs, etc. Et on essaye de faire le mieux possible. C'est une vraie course. Et ouais, c'est quand même hyper précis. Ça se joue à quelques dixièmes, etc. Et encore une fois, on n'a pas le droit à l'erreur parce qu'on est dans une espèce de tunnel de glace. Enfin, ça dépend ce qu'il y a autour, mais en général, c'est de la glace. Donc, ouais, faut repérer un petit peu les lieux. Alors, dans ce reportage diffusé donc le 9 décembre 2019, vous dites que c'est merveilleux comme décor, il y a de la neige et du soleil, mais Val Thorens, c'est une station très particulière aussi, c'est très haut. C'est la plus haute, c'est pour ça qu'on y allait toujours traditionnellement en début de saison, parce que c'est là-bas qu'il fait le plus froid et qu'il y a le plus de glace et de neige. Donc voilà, après... Quand on est au volant de la voiture, qu'on soit à 2000 mètres ou à 0, ça ne change rien. Alors pour les connaisseurs, effectivement, à l'époque, quand c'était des moteurs thermiques, c'était un petit peu plus compliqué de les faire marcher en altitude. Mais pour les voitures électriques, ça ne changeait rien pour nous. Il faut savoir que Val Thorens, au départ, dans les années 60, on décide de créer une nouvelle station de ski. Val Thorens n'est pas sur la liste. Et c'est parce qu'il y a justement ces glaciers que quelqu'un va dire on va quand même faire une station de sport d'hiver là-dessus. Eh ben, ils ont une bonne idée. Alors, justement, ces épreuves avec du Trophée Andros avec Jean-Pierre, ça a duré jusqu'en 2015. Et à chaque fois, ça a été un bonheur, quelque chose de très précis. Et avec des échecs et des victoires. Ah bah c'est sûr que le sport automobile, c'est un petit peu un ascenseur émotionnel. Il y a des bons moments, il y en a des moins bons. Ce qui était toujours bien, c'était en tout cas quand on était ensemble avec nos copains respectifs et les moments que j'ai pu partager avec mon père qui sont juste magiques et forcément je m'en souviendrai toute ma vie. Après les courses, il y en a eu des magnifiques, il y a eu des podiums et puis il y en a eu des plus compliqués où on a cassé la voiture ou quoi aux caisses, mais bon voilà, ça fait partie de la course et c'est à peu près normal. Et je crois qu'en 2008 par exemple, il y a la victoire de Prost, vous finissez 13e mais premier de la catégorie promotion. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? C'était les petits jeunes qui débarquaient, on va dire. Après, il y avait eu aussi la catégorie indépendant que j'ai remporté aussi. C'était ceux qui n'avaient pas de constructeur qui les aidaient, parce qu'il y avait des constructeurs qui étaient engagés au trophée. Et puis après, il n'y avait plus toutes ces catégories-là. On était tous dans la même catégorie. Mais par contre... Moi, j'étais contre tous les grands noms du sport auto et les anciens champions de F1. Et donc, c'était pas une mince affaire. Il y avait un beau plateau. Et je crois que Jean-Pierre Pernaut a monté une fois sur le podium. Et vous avez dit, je crois, Olivier Pernaut, comme ça, j'aurais pas lui donné ma coupe. Ouais, c'est vrai. Possible. Je ne m'en souviens pas, mais c'est probable. Oui, parce qu'il est monté quand même une fois sur un podium. Ah oui, peut-être même plus qu'une fois. Il roulait très bien. Il roulait vraiment très bien. Il s'est étonné sur certaines courses de son niveau de performance. Et il adorait ça. Et il a quand même fait ça pendant presque 10 ans. Donc c'était bien. Et avec lui, et peut-être souvent grâce à lui, vous avez progressé au fil des années, Olivier Pernaut. Alors oui, parce que c'était mon plus fidèle supporter. Et vice-versa. C'est-à-dire qu'il ne ratait pas un seul de mes chronos. Quand je roulais, il était devant la télé en train de regarder absolument tous mes chronos. Et quand il n'était pas devant la télé, il était en bord de piste en me disant « Tiens, toi, t'es passé là, comme ci, comme ça. Tu devrais plutôt faire comme ci, comme ça. Parce qu'il y a un autre pilote, Alain Prost ou je ne sais pas qui a fait différemment. Essaye de faire comme eux, etc. » Donc, j'étais bien coaché. Un jour, il a décidé d'arrêter et vous avez trouvé une remplaçante qui est aussi liée à une histoire de famille. Écoutez cette voix. À Rio, il y avait le Grand Prix de Rio. On était à l'hôtel avec Johnny Rive, Jean-Louis Moncé et Alain Prost. Jacques Lafitte, qui est, je crois, votre parrain. Un parrain de cœur, oui. Ouais, exactement, de ma première saison en sport auto. Quand vous l'avez rencontré, il a tout de suite cru en vous ? Je sais pas, mais en tout cas, il était bien content et on s'était croisés sur les circuits aussi. Et c'est quelqu'un de merveilleux et ça m'a fait tellement plaisir aussi de partager les courses du trophée avec Marguerite, sa fille, pendant
pendant 4 ou 5 ans, on a partagé la même voiture. Voilà. Alors, il se trouve que Jacques Lafitte, il est aussi connu dans les paddocks pour être le farceur des paddocks. Et il a dit, toute ma vie, j'ai travaillé très peu, j'ai été un branleur. Ouais. C'est très modeste, ça, non? Parce que c'est beaucoup de travail, la Formule 1. C'est énormément de travail, j'imagine. Mais c'est vrai que c'est vrai qu'on passe des bons moments avec Jacques. Et comment Margot Lafitte, sa fille, est arrivée pour remplacer Jean-Pierre Pernaut? C'était déjà une très bonne amie depuis quelques années. On faisait des courses ensemble sur circuit l'été. En fait, papa s'était cassé le genou quelques semaines avant, peut-être quelques mois, les 2 mois avant le Trophée Andros. Et je me suis dit, mince, comment je vais faire? Qui est-ce qui pourrait remplacer papa? J'ai pas réfléchi très longtemps. Parce que je me suis dit qu'avec Margot, on allait aussi bien se marrer et puis que ça allait faire un super binôme. Voilà, donc c'est parti comme ça. Mais en plus, les femmes en rallye n'étaient pas si fréquentes à l'époque. Oh, il y en a quand même quelques-unes, mais alors au Trophée Andros, c'est peut-être une exception. Il y en a eu quelques-unes de filles quand même qui roulaient au Trophée Andros et qui en plus roulaient très bien. Parce que la finesse, la précision, etc., ça faisait des très bons chronos. Et Margot, elle était extra au volant d'une voiture de glace. La femme ne conduit pas de la même façon que l'homme. C'était peut-être un petit peu plus délicat, un peu plus réfléchi. Donc, voilà. La première, je ne sais pas si vous le savez, qui a vraiment triomphé dans le rallye, c'était Mouton. Michèle Mouton, qui a gagné 4 fois le championnat du monde, qui est la première et la seule femme de l'histoire à avoir gagné une course sur le championnat du monde des rallyes. Et c'est extraordinaire. Et elle a été nommée par Jean Todt conseiller pour défendre le rôle des femmes dans le sport automobile. Oui, bien sûr. Parce que finalement, les hommes et les femmes, il n'y a pas de différence sur un circuit. Non, théoriquement, il y en a pas. Juste peut-être les capacités physiques, entre guillemets, quand c'est très, très exigeant, comme la Formule 1. C'est pour ça qu'il y en a rarement eu, peut-être jamais eu. Peut-être jamais eu. Alors, vous avez eu d'autres partenaires sur vos courses. Il y a eu Mathieu Vaxivière, Julien Febvreau et Vincent Beltoise, le neveu de Jean-Pierre Beltoise. Oui, exactement. J'ai eu la chance de partager la voiture avec toutes ces personnes qui sont des potes en plus. Donc, c'est vraiment... Le Trophée Andros, c'est magique. On a rencontré tellement de personnes qui sont formidables. C'était vraiment... c'était incroyable. Alors, c'était parce qu'il a disparu. Comment ça se fait? Effectivement, l'année dernière, c'est Andros qui a décidé d'arrêter, je pense, le partenariat avec Max Mamers. C'est un partenariat qui durait, depuis, vous le disiez tout à l'heure, depuis déjà plus de 35 ans. Donc, voilà, ils ont tourné la page. Alors nous, on n'était pas surpris, on le savait qu'il y avait une date de fin. On le sait déjà depuis quelques années. Et voilà, une page se tourne et une autre s'ouvre. Voilà. Il se trouve aussi qu'avec votre père, vous avez fait d'autres coupes aussi que le Trophée Andros. Il y a eu régulièrement d'autres courses. On en a fait plein parce qu'en fait, moi, je travaille dans une écurie de course automobile qui s'appelle Ores Racing. Et on a plein de sortes de voitures. Et alors, on a partagé avec papa aussi plein de courses sur circuit tout au long de l'année. Magnifique. Oui, c'était presque plus important pour lui que le journal télévisé. Ah, je sais pas, mais en tout cas, il était content de venir sur les courses. Il aurait pu être pilote plutôt que journaliste, Jean-Pierre Pernaut. C'est probable. Alors, j'ai vu aussi votre palmarès, parce qu'il y a un palmarès, Olivier Pernaut. Vous avez gagné le championnat de France GT3 en 2015 sur une Porsche. Oui. Vous avez été vice-champion et champion sur Ligier en 2023-2024. Qu'est-ce que c'est que ces courses-là? Alors ça, c'est donc le championnat Porsche GT3 en 2015. Ça, c'était magnifique. C'est d'ailleurs la dernière année du championnat GT3. C'était des grosses voitures qui roulaient en France, la dernière année en France. J'ai une chance extraordinaire de faire ce championnat. Je ne sais même pas encore comment c'est possible. Et en plus, j'ai adoré. Avec peu d'entraînement, j'ai adoré. Et on a fait beaucoup de podiums et tout. C'était vraiment formidable. Et puis plus récemment, la Ligier, ça, ce sont des voitures que je fais rouler dans le team Ores Racing où je travaille. On en a quelques-unes. Et c'est les courses d'endurance qui durent en général 6 heures, qu'on partage à plusieurs pilotes. Et ça fait déjà 2 ans. On a gagné en 2023 et 2024. Et l'année 2022, c'était un peu le même genre de championnat, mais en championnat d'Europe. Et là, j'avais fini vice-champion. Bref, que du bonheur sur les circuits.
Une aventure humaine à chaque fois avec des coéquipiers, des courses d'endurance, vraiment des super moments. Oui, et on n'imagine pas, le grand public ne sait pas qu'il y a autant de catégories de voitures, Olivier Pernaut. Ah, il y en a beaucoup. Nous, on est... Oui, on fait quelques-unes des disciplines qui existent, mais il en existe énormément. Et elles ne sont pas toutes médiatisées? Elles sont très peu médiatisées, mais malheureusement, parce qu'en France, on ne médiatise pas trop la course auto, à part les 24 heures du Mans et quelques rares événements. On médiatise quand même relativement peu la course auto. Et alors, on s'est rendu compte, parce qu'on a partagé aussi avec papa plein de moments magnifiques dans le Tour auto. Donc ça, c'est une balade en vieille voiture, mais c'est un peu plus qu'une balade. Alors quand je le faisais avec papa, on était ouvreurs, donc c'était vraiment en rythme tranquille, balade, on ouvre la route. Je l'ai fait aussi plusieurs années avec mon team, après, où là, on a vraiment fait la course. Donc là, ça va quand même bien plus vite. Et quand on se balade sur toutes les nationales, il y a plein de passionnés partout, dans toute la France, qui nous attendent à 6h du matin ou à 20h le soir, et qui attendent qu'on passe et qui nous prennent en photo et qui adorent les voitures, qui viennent les voir sur les parcs de regroupement, etc. Et on voit qu'il y a quand même beaucoup de passionnés en France, et ça fait plaisir. Et pas seulement en France, on va l'évoquer à travers une date récente, le 3 janvier 2025. A tout de suite sur Sud Radio avec Olivier Pernaut. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, Olivier Pernaut, mon invité. Alors, on a évoqué vos débuts dans la course avec Jean-Pierre Pernaut, vos victoires seules, votre parcours aux 24 heures du Mans, en tout cas dans les tribunes. Et le 3 janvier 2025, vous avez entamé quelque chose de nouveau. Vous avez fait le Dakar, vous faites le Dakar actuellement. Comment s'est née cette idée, Olivier Pernaut? Alors déjà, c'est une course que je regardais quand j'étais tout petit. Avec mon père, ça devait passer, je pense, sur Antenne 2, probablement à l'époque. Et j'avais dit à mon père, j'adorerais faire cette course. Mais j'étais vraiment petit, je pense que j'avais 10 ans. Oui. Je lui ai dit, j'adorerais faire cette course. Quand j'aurai 18 ans, on fera la course ensemble. Bon, il me dit, on verra, quand tu auras 18 ans, je serai trop vieux, etc. Pour finir, on en a fait beaucoup, des 400 coups, entre guillemets, au Trophée Andros, mais on n'a jamais fait le Dakar. Donc c'était un rêve de gamin, on va dire. Et puis vous avez décidé, après 20 ans de compétition, qu'il fallait passer à autre chose. Alors oui, c'est-à-dire qu'en fait, après 20 ans de compétition, et notamment 20 ans du Trophée Andros, le Trophée Andros s'arrêtant, on s'est dit avec mon meilleur pote Benjamin Rivière, avec qui je vais faire le Dakar, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire l'hiver prochain? Parce que là, ça nous a quand même bien occupé pendant longtemps, le trophée. Et puis voilà, est partie l'idée du Dakar. Et on est parti là-dedans. On a décidé ça en tout début d'année 2024 pour préparer ce Dakar 2025. Benjamin Rivière, c'est aussi un pilote qui a eu quelques victoires aussi. Ouais, il a fini plusieurs fois vice-champion du Trophée Andros. C'est un excellent pilote sur la glace, avec qui je partage aussi des courses sur les circuits normaux. Ça a été mon coéquipier aussi dans certaines catégories. Et on se connaît depuis... je dirais une vingtaine d'années, parce que Benjamin, je l'ai rencontré au Trophée Andros. Voilà. Alors, le Dakar, au départ, on l'a un peu oublié, c'est Thierry Sabine qui l'a inventé. Je ne sais pas si vous savez comment il l'a inventé. En fait, il s'était perdu dans le désert de Libye et il a dit, mais quel décor fabuleux. Et il a eu l'idée ensuite de faire le Dakar dans ce décor. Je ne savais pas. Voilà. Et puis, je ne sais pas si vous savez aussi, mais Thierry Sabine a commencé comme attaché de presse d'une maison de disques et il a lancé une chanson immortelle. Si je pouvais me réveiller à ses côtés. J'ai encore rêvé d'elle, que vous connaissez sans doute, du groupe Il était une fois. Il était l'attaché de presse de la chanson, parce qu'il était travaillé à l'époque, il n'avait pas de boulot. Et l'un de ses copains était directeur chez Patti Marconi, et il a été attaché de presse de ce succès. Magnifique. C'est fou, hein? Ouais. Il a complètement changé. Alors, le Dakar, encore, faut-il y participer, mais c'est pas simple non plus au départ. C'est un risque. Alors, oui, surtout quand on n'y connaît rien. C'est-à-dire que c'est du off-road, c'est sur la terre, c'est dans les dunes, sur le sable, les cailloux, etc. Et ni Benjamin ni moi n'avons jamais fait ça. Donc, c'est une grande première et il a fallu apprendre plein de choses. Et on ne connaît encore pas tout, on ne sait pas exactement à quoi nous attendre. Donc oui, c'est compliqué. Alors justement, pour apprendre plein de choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des stages.
Alors oui, on est allé 2 fois au Maroc pour s'entraîner, pour apprendre avec Isabelle Pâtissier, qui est une championne d'escalade et qui fait beaucoup maintenant de coaching comme ça et qui apprend aux gens le monde de l'off-road. Comment passer une dune, comment essayer de lire les dunes, dans quel sens il y a eu du vent, ce qui forme les crêtes des dunes, et puis apprendre le copilotage et notamment la lecture du roadbook. C'est une grande, c'est pas une mince affaire le roadbook sur le Dakar, parce qu'on va avoir peut-être 5000 et quelques kilomètres de parcours chronométré, et je crois qu'en tout, avec les liaisons, on va en faire 7 ou 8000. Donc c'est énorme. Il y a des milliers d'instructions qu'il ne faut pas louper. C'est-à-dire qu'en fait, on a une tablette numérique qu'il faut savoir lire avec les instructions, les dangers, les marches en montée, les marches en descente, les sommets, les creux, les bosses, tout est indiqué. Mais encore faut-il savoir le lire et donner la bonne information à son pilote. Oui, parce que vous arrivez quelque part et la tablette, c'est exactement l'obstacle qui vous attend. Alors, oui, si on a cliqué au bon moment sur le bouton, parce qu'on peut être totalement décalé et croire qu'on lit une information qui n'est pas forcément la bonne. Donc, il ne faut pas se paumer. On peut le recalibrer quand on est certain, quand il y a un vrai repère, je sais pas, un arbre, un village ou quelque chose. Là, on peut remettre à 0 le compteur kilométrique et être sûr d'être au bon endroit. Mais si on loupe une case, on peut penser qu'on est quelque part. En fait, on n'y est pas du tout. Donc, c'est quand même hyper risqué. Contrairement à tout ce qu'on connaît sur circuit, où on passe un certain nombre de fois au même endroit. Là, on va jamais passer 2 fois au même endroit. Donc, il peut y avoir des surprises. Des dangers, etc. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention à tout. Et les repérages que vous avez faits, qu'est-ce que vous avez appris exactement? Et quels réflexes on vous a donné? On a appris un truc tout bête, mais j'étais même jamais allé à pied sur une dune, à part sur la dune du Pilat probablement, et peut-être sur les dunes du Touquet, mais c'est des petites dunes. Et donc là, on est allé à Merzouga au Maroc, et c'est des énormes dunes, un petit peu celles qu'on va retrouver en Arabie Saoudite sur le Dakar. Et alors du coup, quand on voit une énorme cathédrale comme ça, c'est comme ça qu'ils les appellent dans le monde de l'off-road. Merzouga, c'est à l'est du Maroc. Oui. Et donc c'est des énormes dunes. C'est-à-dire waouh, comment on fait pour monter là-haut? Et voilà, Isabelle Pâtissier nous a appris comment y aller tranquillement, trouver des détours entre guillemets, des endroits où ça monte peut-être un petit peu moins. On a vraiment fait du pilotage dans les dunes pour essayer de comprendre, mais aussi essayer de se repérer, pas tomber dans les pièges, etc. Et comme je vous disais, essayer d'avoir une bonne lecture de la crête de la dune. Est-ce qu'il va y avoir un trou derrière ou pas? Ça peut se voir en fonction du sens du vent qu'il y a eu et si on a bien repéré les lieux. Et il faut avoir une bonne orientation aussi, parce que là-dedans on navigue à la boussole, et il y a un petit problème aussi, c'est que ça fait mal au cœur. Ah bon? Comme dans un manège. Pour ceux qui sont sensibles, c'est pas simple. Mais il faut aussi des bons réflexes et surtout une complicité totale avec le copilote. Oui, exactement, mais ça on va apprendre. Alors avec Benji, on se connaît depuis 20 ans, on a fait aussi les 400 coups ensemble, on a fait plein de choses ensemble, partagé plein de belles aventures, mais le fait de se copiloter et d'être tous les deux dans la même voiture en même temps, ça c'est une première. C'est-à-dire? En fait, là, il va être assis à côté de moi quand je piloterai, ou l'inverse, quand lui pilotera, parce qu'on a le droit au Dakar d'inverser. Le pilote peut devenir copilote, donc on va inverser. Et donc il va falloir que, à la fois, on sache tous les deux piloter, mais ça devrait le faire. Piloter sur la réserve, pas trop vite, parce que sur un circuit, on roule à 95%. Là, je pense qu'il va falloir être à 50% ou 60% pour pas crever toutes les 5 minutes et risquer, parce qu'on ne connaît pas exactement ce qu'il peut y avoir dans les quelques mètres sur lesquels on arrive. Mais il va falloir aussi donc donner les bonnes informations à notre pilote. Quand on sera assis sur le siège passager, savoir lire le roadbook et donner les bonnes infos, les dangers quand il y en a. Il y a plusieurs types de dangers sur ce roadbook. Faut pas se louper, quoi. Et on a peur? Non, on n'a pas peur. Alors moi, quand je suis en copilote, je suis pas super rassuré. Ah bon, c'est particulier. Oui, c'est bizarre. Quand on n'a pas l'habitude d'être assis à côté, oui, c'est toujours un peu bizarre. Ouais. Alors, il se trouve aussi qu'il y a la voiture. Il faut pas se tromper de voiture.
Vous avez choisi une voiture très particulière. On a choisi une voiture qui est sympa, légère, enfin légère à peu près. C'est un SSV en fait, donc c'est un buggy, 4 roues motrices, 1300 kilos, peut-être 240 chevaux, quelque chose comme ça, avec plein d'équipements, faut tout un tas d'équipements, et des outillages, des pneus de secours, des cardans, enfin on choisit tout ce qu'on veut emmener, mais c'est vrai que sur ce genre de course, où on fait à peu près 600, 700 km par jour, faut quand même ramener un petit peu de pièces, peut-être les pièces les plus fragiles qu'on a imaginées. Voilà, parce qu'en fait, effectivement, quand vous avez une crevaison, il n'y a pas un mécanicien qui a à 2 mètres de vous, Olivier Pernaut. On se débrouille, on sort le cric, on sort la roue de secours, et puis on change la roue le plus vite possible. On va s'entraîner. On pense avoir le temps de le faire, on ne l'a pas encore fait, mais on va s'entraîner. Alors, il se trouve aussi que c'est une préparation physique particulière qui n'a rien à voir avec celle du Trophée Andros, Olivier Pernaut. Alors, c'est vrai que sur le Trophée Andros, on était sur des courses ultra sprint. C'était quelques tours. Les qualifs, c'était quelques tours, et les courses, c'était quelques tours. Donc, c'était vraiment de l'ultra sprint. Et encore une fois, les circuits, on les connaissait par cœur. On jouait vraiment dans le 10e, voire moins. On était tous les pilotes dans les mêmes chronos. Enfin, c'était vraiment très, très, très serré. Là, c'est complètement différent. À chaque fois qu'on va aller quelque part, on va découvrir le décor, découvrir le terrain, et il va falloir être très prudent. On m'a dit au Trophée Andros, arrête d'essayer de gagner du temps, essaye de ne pas en perdre. Voilà, donc on va essayer de pas trop crever. Et puis il y a aussi la condition physique, parce qu'il faut tenir toute la journée sans avoir le moindre moment de fatigue, Olivier Pernaut. Ah oui, ça, on va découvrir tout ça, effectivement, avec presque 8000 km en 15 jours, et très peu de repos, 2 épreuves de 48 heures, dans lesquelles on n'aura pas d'assistance, on va dormir en tente là où on arrivera. On va voir, nous on va découvrir tout ça, encore une fois. Donc c'est de la fatigue physique, probablement un peu de la fatigue cérébrale, à force, quand on sera passager, de lire la tablette. C'est quelque chose, donc on peut pas s'entraîner pour simuler une journée. Enfin si, il faudrait partir faire 700 km dans une journée, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le fait, et 400 km chronométrés, voilà. Non, on l'a pas fait, clairement, là, on l'a pas fait. Et votre objectif, c'est de finir la course? Ouais, notre objectif principal, c'est de finir la course. On y va un petit peu au repérage. Je rêverais l'année prochaine d'y aller avec mon team au Race Racing et d'y emmener peut-être 3 voitures avec toute notre équipe technique, etc. Donc on y va un petit peu au repérage pour absorber le maximum d'informations. Et justement ce team, parce que finalement vous avez créé il y a 17 ans, je crois. Alors, vous êtes entré il y a 17 ans dans ce team. Je sais pas ce que c'est qu'un team manager. C'est celui qui gère à peu près plus ou moins tout. Et qui, dans cette équipe qui s'appelle Ores Racing. Qu'est-ce que c'est ? C'est une écurie de course avec plein de passionnés. On a la chance d'avoir des mécaniciens passionnés autour de nous. On a aussi des carrossiers, motoristes, etc., peintres. Et on entretient des voitures qui vont sur les circuits, des voitures de course, ou alors des voitures de série qu'on restaure complètement de A à Z, des voitures normales, des anciennes bien sûr. Voilà, donc c'est une équipe de passionnés, de mécaniciens, à la fois dédiés à la course et à la restauration de voitures. Oui, et d'ailleurs je crois qu'il y a des salons de plus en plus comme Rétromobile où on présente des voitures anciennes qui paraissent comme neuves. Ouais, tout à fait. Nous, on a quelques-unes de nos voitures. Alors nous, on n'avait pas de stand, mais il y a quelques-unes de nos voitures qui ont été faites chez nous, qui étaient présentées à Rétromobile. Il y a des courses de voitures anciennes, je ne sais pas si vous le savez, mais elles remontent à Montmartre en 1922, où il fallait gravir les 660 mètres séparant 42 rue de Le Pic de la place du Tertre le plus lentement possible. Il fallait 2 heures pour 660 mètres, donc il fallait vraiment rouler très très doucement. Alors l'objectif justement, c'est ça, une découverte pour justement développer votre activité dans cette équipe. Voilà, exactement. On aimerait bien rajouter une corde à notre arc dans une période de l'année où on n'a pas beaucoup de courses sur les circuits, puisqu'il fait froid, tous les circuits sont plus ou moins fermés l'hiver. Oui. Si on pouvait emmener quelques clients passionnés comme nous,
faire cette aventure incroyable qui est le rêve, je pense, de beaucoup de gens, ça serait quand même assez magique. Alors, faut aller vite, bien sûr, parce qu'il faut quand même essayer quand même de faire la meilleure course possible. Mais il y a un moment où vous avez pris votre temps, et je crois que c'est un moment très émouvant de votre vie. Il y a quelques mois, l'Office du tourisme d'Amiens a pris le nom de Jean-Pierre Pernaut. Oui, exactement. Voilà, ça fait toujours plaisir. C'est comme le plateau, pas loin d'ici, le plateau du journal qui porte le nom aussi de Jean-Pierre Pernaut. Donc et puis aussi la halle d'Abbeville. Donc on a fait toutes ces sortes d'inaugurations. Donc c'est toujours un peu émouvant. Vous imaginez ce parcours pour vous? Est-ce que votre père Jean-Pierre l'imaginait, Olivier Pernaut? Je sais pas, mais je pense qu'il serait hyper fier de savoir que je vais faire le Dakar, ça c'est sûr. Et je pense qu'effectivement, non seulement il serait fier, mais il vous souhaiterait, non pas bonne chance parce que je dis pas, mais beaucoup de succès. Ben, c'est certain. Ouais. Voilà. Et puis il serait, je pense, en permanence connecté sur le live timing pour voir où est-ce que je suis, mon point GPS et tout ça. En tout cas, on va vous suivre sur le Dakar, Olivier Pernaut, gentil. en vous souhaitant effectivement cette réussite que vous méritez, parce que vous travaillez beaucoup, bonne course et que tout se passe bien. Merci beaucoup. Merci Olivier Pernaut, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.